vous êtes toujours en direct sur Handicap TV. Notre invité est le député de l'Aisne, Julien Dive. Bonjour Julien. Bonjour Ludovic, bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs. Voilà, donc on va passer cette demi-heure ensemble pour parler justement de votre circonscription. Dans cette circonscription, il se passe plein de choses. On va le voir avec des gens qui se bougent justement pour le handicap, comme un petit peu partout en France, mais ici vous les portez. Il y a quelques temps de cela, on s'était réunis autour d'une table ronde. Je me souviens à l'époque c'était à la Bulle. Tout à fait. Vous veniez tout juste de commencer mon mandat, je me souviens. Le mandat de député. Et où est-ce qu'on en est justement de toutes ces revendications, j'allais dire, qu'avaient les personnes en situation de handicap? À l'époque, c'était justement pour les enfants. Oui, en fait, on voit bien qu'on a toujours en France un gros retard sur la question de la prise en charge des enfants qui sont en situation de handicap, particulièrement les enfants qui sont atteints de troubles envahissants du comportement. Je pense aux enfants, les autistes par exemple. On a encore du retard en France parce que, quand je dis du retard, c'est sur les structures d'accueil. On avait beaucoup de familles à l'époque qui ont emmené les enfants dans les structures d'accueil de l'autre côté de la frontière en Belgique. Et la France était insuffisamment dotée. Depuis, ça a un peu changé parce qu'il y a eu aussi de la volonté politique qui a été engagée. Parce que forcément, les parents d'élèves, les associations, les parents d'élèves, les parents des enfants, pardon, les associations, les élus ont relayé au fur et à mesure tous ces dysfonctionnements, toutes ces anomalies. Ce qui fait qu'à un moment donné, les pouvoirs publics ont pris aussi le sujet à bras-le-corps. Et aujourd'hui, il y a des mesures, des structures d'accueil un peu plus disponibles en France qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes disponibles. On sait qu'il y a encore beaucoup de parents qui se retrouvent dans des situations d'impasse. Donc le travail n'est pas terminé, on a encore à cheminer. Donc en tout cas, on est bien parti, ça avance. Disons que le sujet est pris en compte, ça c'était essentiel. Maintenant, il faut qu'on concrétise. Il y a la prise en charge, il y a le domicile. C'est d'accompagner aussi les parents parce que les parents se sentent parfois bien seuls pour ces situations-là. Puis après, il y a la question de la scolarisation. Et moi, quand j'entends des propos, excusez-moi, je vais peut-être sortir un peu du cadre, mais quand j'entends des propos qui ont été tenus récemment par un candidat à la présidentielle sur la scolarité des enfants en situation de handicap, moi, ça me révolte. Je suis désolé, mais on ne peut pas parquer les enfants dans des lieux uniquement parce qu'ils ont un handicap. Justement, on est dans une société qui se veut la plus inclusive possible, où on efface justement les handicaps. Il faut que les enfants soient avec l'ensemble des élèves. C'est justement ce qu'on recherche. Bien sûr. Et d'ailleurs, à travers notre média également, c'est de faire en fait du handicap qui n'en soit plus un. Exactement. Alors, je vous emmène, si vous voulez bien, dans votre territoire, dans une biscuiterie que vous connaissez. Oui. C'est la biscuiterie du Toit. De Monsieur Domy. Voilà, Monsieur Domy, à Bohain. Et puis, juste après, justement, nous parlerons de ces entreprises qui font de plus en plus appel à des travailleurs en situation de handicap. Reprise en 2006 par Emmanuel Domy, la biscuiterie du Toit, vieille de 60 ans, se positionne entre le gros artisan et le petit industriel. Un talent reconnu jusqu'au Japon où elle exporte, la biscuiterie du Toit est passée en 15 ans de 12 à 24 salariés. Alors ici on fabrique des pâtes techniques pour les professionnels des métiers de bouche, donc pâtes feuilletées, des pâtes brisées, des pâtes sablées, que l'on transforme soit en plats à garnir, soit on les congèle en pâtons ou en disques et on revend à des professionnels essentiellement. Évidemment, on a une petite activité pour le consommateur, on fabrique des biscuits. C'est vraiment une activité qui est aujourd'hui toute petite, mais que l'on souhaite dans le futur développer. Si Emmanuel Domy ne peut pas oublier 2006, l'année de sa reprise de la biscuiterie, Jérémy Braque ne peut pas oublier également cette année qui aura été celle qui a transformé sa vie. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un accident de voiture en 2006. J'ai fait plusieurs tonneaux, je n'avais pas de ceinture, j'ai fait 15 jours de coma et après j'étais en rééducation pendant 8 mois. Comment ça s'est passé avec les collègues? Bon, très bien, c'est bien passé, je veux dire pour plus, ça s'est bien passé, je n'ai pas eu de remarques, plus que bon, c'est bon quand on arrive, on nous apprend plein de choses et puis c'est normal, il faut accepter les remarques et puis le qui que ce soit, je veux dire. Le ressenti quand je suis arrivé, bon, forcément, je vous dis, j'ai mis quand même quelques mois à m'adapter quand même parce que c'était dur, psychologiquement, du fait d'être enfermé, de reprendre à temps complet dans une usine.
Donc il m'a fallu un certain temps quand même aussi. Après, bon, je veux dire, j'étais peut-être pas aussi, je sais pas comment je peux dire ça, aussi joyeux qu'aujourd'hui, aussi gai qu'aujourd'hui, parce que forcément, mais tout du fait qu'on voit qu'aujourd'hui le travail ça va, j'arrive à m'adapter, je vois un peu les conditions, je vois tout ça, donc je suis beaucoup plus à l'aise, c'est ça. Stéphane n'est pas seulement le chef d'équipe de Jérémy, il est aussi à l'origine de son entrée dans l'entreprise. J'étais en route à faire des feuilles de production au bureau et j'ai tombé sur son CV. Et une semaine plus tard, j'ai vu Jérémy venir faire un essai ici. Il travaille vraiment, il se plaint jamais. Emmanuel Domi est un PDG qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Il a fait le choix de donner sa chance à un salarié reconnu travailleur handicapé. Il nous explique pourquoi. On a eu l'opportunité par Stéphane de recruter Jérémy, qui au départ on ne recrutait pas un handicapé, on recrutait une personne et il s'est avéré qu'il était handicapé. Donc ça a posé effectivement une question au départ, c'est est-ce qu'il va pouvoir faire ce que l'on peut faire à une personne valide? Et par la force des choses, on a testé et puis avec le temps, il s'est avéré bien intégré au poste auquel on le destinait. C'est lui qui s'est adapté aux contraintes qui étaient celles du poste. La personne handicapée, elle est reconnaissante de ce qu'on fait pour elle et elle a une valeur, je dirais, à la fois travail, une valeur de la qualité de la tâche qu'il doit accomplir qu'un valide n'a pas forcément. Les personnes ont envie. Vous voyez ce mot qu'on ne trouve plus chez beaucoup de salariés aujourd'hui. Cette envie et cette volonté de faire plaisir et de se dépasser, de dépasser ce handicap pour arriver à atteindre l'objectif qui est demandé. Vous voyez, et ça c'est fabuleux. Voilà un bel exemple d'intégration, une belle initiative de l'entreprise. Et pour les employeurs qui hésitent encore, le mot de la fin revient à Emmanuel Domi. Osez. Osez, vous ne serez pas déçus. Voilà, un exemple à suivre, la bijouterie du toit. J'espère que ce reportage donnera envie à d'autres chefs d'entreprise de faire confiance en fait à les travailleurs handicapés. Ça aussi, ça fait partie de vos inquiétudes en tant que député, que chaque handicapé puisse trouver sa place dans le milieu de l'emploi. Déjà, c'est la loi. Il ne faut pas oublier que c'est sous Jacques Chirac, c'était ma famille politique qui avait porté la loi de 2005 sur le handicap. On en a beaucoup parlé depuis effectivement ce matin entre Xavier Bertrand et Yvan Talpart de l'AGFIP. Ça a été effectivement beaucoup... C'était un grand virage qui a été engagé d'un point de vue législatif pour amorcer justement cette inclusion. Et donc la loi oblige les entreprises à avoir, au niveau d'un certain nombre de salariés, à avoir des travailleurs en situation de handicap. Tant mieux, parce qu'il fallait justement qu'il y ait cette avancée qui soit faite pour éviter les discriminations. Si on peut aller au-delà des taux, puisqu'il y a des taux, des pourcentages, si on peut aller au-delà, c'est encore mieux. Ce qui est le cas de la région Hauts-de-France. Ce qui est le cas de la région Hauts-de-France, ce qui fait beaucoup d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises, parce qu'on oublie aussi les handicaps invisibles que peuvent avoir les personnes, et donc qui peuvent être reconnus aussi comme travailleurs handicapés. La question maintenant, c'est d'aller beaucoup plus loin encore peut-être dans ce cadre-là, parce que la question du chômage chez les personnes en situation de handicap est réelle. Je crois que c'est 1 sur 2 qui est au chômage. Ça montre bien que c'est une population qui, alors tous ne sont pas employables, il faut bien le comprendre, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap, qui sont employables et qui sont sans emploi. Ça veut dire qu'il y a encore un gros effort à fournir. Donc c'est pas uniquement demander aux entreprises de respecter la loi, c'est d'aller beaucoup plus loin que la loi. Peut-être que c'est aussi à la loi d'aller un peu plus loin maintenant. Oui, et j'espère surtout qu'à un moment, on n'ait plus besoin de loi. Ça serait formidable. C'est ce qu'on se disait d'ailleurs avec les restos du cœur. Quand Coluche a lancé les restos, il s'est dit bon, j'espère qu'on n'aura plus besoin de nous d'ici quelques années. Ça fait 40 ans qu'ils sont là. Et j'espère qu'un jour, effectivement, on n'aura pas besoin d'imposer des quotas, comme pendant une période, il était question à la télévision d'imposer également des quotas sur les animateurs issus de l'immigration, etc., etc. Alors, on va
toujours continuer de parler justement d'insertion, parce que pour pouvoir s'insérer, il faut être autonome. Tout à fait. Et beaucoup de personnes en situation de handicap, alors soit parce qu'ils viennent de rencontrer le handicap suite à un accident, soit parce qu'ils sont handicapés de maladie, ils se disent mais est-ce que je peux moi aussi conduire? Eh bien oui. Bien entendu, vous pouvez vous aussi conduire votre voiture. On a un exemple ici à Saint-Quentin, vous allez le voir dans le reportage, il s'appelle Stéphane. Il illustre tout ce que vous pouvez retrouver sur le plan national, parce que heureusement, des centaines, des milliers de personnes en situation de handicap conduisent leur propre véhicule. On va commencer par rencontrer une auto-école, qui est l'auto-école DSF, ici à Saint-Quentin, qui s'est équipée pour pouvoir faire passer le permis aux personnes en situation de handicap. Et puis après, on parlera justement de l'autonomie. Très bien. Donc voilà le cercle accélérateur. Donc on va le coulisser simplement ici dans le boîtier électronique. Voilà. Et là, en exerçant une pression comme ça, le véhicule va accélérer. Et pour freiner, la commande s'effectue ici en poussant dessus. Et là, ça freine. Alors on peut aussi, sans utiliser le cercle, utiliser ce qu'on appelle le tirer-pousser. Donc c'est la manette qui est ici, qui a une double fonction. Donc en tirant vers le volant, ça va accélérer. Et en appuyant vers le bas, comme tout à l'heure, ça va freiner le véhicule. D'accord ? Ensuite, on a d'autres équipements. On a ici le pédalier qui permet de faire accélérer avec le pied gauche, pour ceux qui ne peuvent pas utiliser la jambe droite. Donc on le fixe tout simplement ici sur le plancher. Et là, la pédale de droite est bloquée, et avec la pédale de gauche, en fait, on accélère. D'accord ? Donc il faut s'y habituer, mais on trouve rapidement ses repères en général. Ensuite, on a ici la boule qu'on peut mettre au volant. Donc à droite ou à gauche. Ça se monte comme ça, on le serre. On va ensuite placer ici la commande satellite, donc qui va permettre à la personne d'actionner tous les accessoires. Et bien sûr la boule qui vient se greffer sur l'ensemble ici. Voilà, et qui permet de tourner le volant d'une seule main. Et avec l'autre, bien sûr, toujours l'accélérateur et le frein ici. Il faut impérativement une boîte automatique, oui. Sans la boîte automatique, ça devient difficile. On ne peut pas utiliser la main là, passer les vitesses, ça va être trop compliqué. Pour des raisons très personnelles, en fait, j'ai voulu faire ça. J'ai travaillé à Saint-Gobain un petit peu avec mon ancien employeur qui le faisait là-bas. Et pour des raisons personnelles, j'ai voulu le faire. Parce que j'ai une amie qui est en situation de handicap et je sais que c'est pas évident de trouver une auto-école qui le fait. Et j'ai pu m'apercevoir à Saint-Gobain en travaillant un petit peu là-bas que retrouver la mobilité, ça donne un second souffle, quoi. On peut faire ce qu'on veut et on ne se sent plus finalement prisonnier entre guillemets de son fauteuil, quoi. On retrouve un peu la liberté, quoi. Ça commence à se savoir. Bon, ça fait 1 an et demi, 1 an qu'on l'a. Ça commence à se savoir. Alors c'est pas énorme, elle tourne pas toute la journée la voiture, mais en une semaine, oui, on fait quand même 10-15 heures avec le véhicule à peu près. Ouais, une dizaine d'heures facile avec le véhicule pour des personnes qui sont en situation de handicap. Une toute nouveauté là, que j'ai fait installer il n'y a pas très longtemps, on s'est aperçu en fait que les personnes qui étaient à mobilité réduite, c'était rare de les voir conduire une remorque. Donc comme après renseignement pris auprès de la préfecture bien sûr, on s'est aperçu en fait qu'il n'y avait rien qui interdisait à une personne à mobilité réduite de passer l'examen. Physiquement parlant, il n'y a rien qui l'empêchera de faire ce qu'on demande à un candidat pour passer l'examen. Donc on a pris l'initiative d'installer un crochet, c'est un petit investissement, c'est pas énorme, on ne l'a pas payé trop cher. Donc c'est un petit plus. Donc maintenant je ne sais pas s'il y a une autre auto-école en France qui le fait, peut-être, mais aujourd'hui nous maintenant on le fait, quoi. Alors ma voiture, je l'ai eue en 2007. Donc c'est un aménagement tout au volant avec les manettes. Donc j'ai les manettes, frein accélérateur et puis donc c'est une boîte auto. Et donc à l'arrière, qu'un système pour mettre le fauteuil avec une porte coulissante et avec un bras élévateur où je plie mon fauteuil, je le mets dedans je le mets sur des poignées. Et l'élévateur je rentre mon fauteuil avec l'élévateur. Et puis ensuite je referme ma porte et puis je prends mon poste de conduite et puis je conduis la voiture. C'est les établissements Le Noir à Rouen et ça coûte 10 000 €
En gros, l'aménagement, environ 10 000 €. Ça m'apporte, oui, l'autonomie, pouvoir me déplacer dans la ville et puis mes différents déplacements. Voilà, ça me rend quand même... Voilà, et on comprend mieux maintenant pourquoi les places de stationnement pour personnes handicapées sont beaucoup plus larges que les places normales. Ben, c'est tout simplement pour pouvoir manœuvrer son fauteuil. Alors, on parlait justement, juste avant ce sujet, de l'autonomie de la personne en situation de handicap. Alors, j'aimerais justement qu'on parle maintenant finance et de l'allocation adulte handicapé. Vous êtes vous aussi positionné, et je crois que vous allez remonter au créneau à l'Assemblée sur ce sujet. C'est même nous qui avons porté cette proposition de loi, puisque j'étais signataire de la proposition de loi qui avait été défendue à l'automne, enfin l'été dernier même, c'était l'été dernier, sur l'individualisation de l'allocation adulte handicapé. Et l'idée est simple. On sait qu'aujourd'hui, l'allocation adulte handicapé est aussi fonction du revenu du conjoint ou de la conjointe qui aurait un emploi. Et en fait, du coup, ça rend la personne en situation de handicap totalement tributaire ou dépendante du conjoint. Quand c'est un couple, c'est la même chose. Donc en fait, l'idée, c'est très clair, c'est d'individualiser l'allocation adulte handicapé qui n'est pas excessive, c'est juste une mesure sociale, de solidarité. On dit qu'en France, on fait trop de social. Moi, je ne suis jamais d'accord avec cette phrase. Je pense qu'au contraire, le social est mal organisé, mal réparti. Ça, c'est un bel exemple qui permettrait d'être à la fois d'une démarche de solidarité et en même temps de répondre à un vrai besoin, c'est de pouvoir vivre dignement et de pouvoir vivre en autonomie. Et l'individualisation de l'AAH fait partie de ça. Donc, ce message, on l'a porté. Malheureusement, il n'a pas été entendu par le gouvernement puisqu'il s'y opposait. Et pourquoi ? J'espère... C'est quoi leur raison, en fait ? On nous explique le fond du fond. Le fond du fond, je pense que c'est une question de moyens. Une question de moyens, de budget, il y a ça. Puis il y a peut-être une question politique. Vous savez, quand on est en politique, parfois, même les bonnes idées, même si on nous explique qu'il faut changer les pratiques depuis quelques années, parfois quand les bonnes idées viennent du camp adverse, on les prend pas parce que c'est le camp adverse. Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Parce que l'histoire du budget, je dis non. Puisque l'allocation adulte handicapé... C'est le département. Alors, c'est le département. Avec à travers aussi, la LDPH. Absolument. Mais avec aussi des dotations de l'État. Par exemple, on sait que le département d'Aisne n'a pu bénéficier de dotations de l'État parce que les budgets étaient trop serrés. Donc, voilà, il y a les deux. C'est vrai qu'il y a la question du département, mais moi je pense même que la question sociale de nos départements devrait même être remontée à l'échelle nationale. Et ça, c'est un vrai débat de réforme qu'on devrait mener, parce qu'on ne peut pas continuer d'avoir des départements qui, sans le sou, n'arrivent plus à accompagner la solidarité. Donc c'est aussi une mission que devrait prendre en charge l'État. L'État doit un peu se décentraliser sur certaines missions et au contraire, les missions de solidarité, les prendre à bras-le-corps. La solidarité, l'hôpital public, c'est le débat qu'on a depuis maintenant 2 ans, la sécurité, le RSA et la défense. Peut-être. Totalement ou partiellement, j'en sais rien, c'est un débat qu'on doit pouvoir mener, mais peut-être aussi la question du RSA, parce que ça permet de mieux contrôler. Mais sur la AAH, qui est différente du RSA en l'espèce, puisqu'on est face à des publics en situation d'autonomie, c'est de maintenir et de mettre en place cette individualisation. On y reviendra, moi je ne lâcherai pas le morceau, mes collègues ne lâcheront pas le morceau, et je suis persuadé qu'on y arrivera dans les 5 années qui viennent, parce que même si la majorité aujourd'hui s'y opposait, je suis certain qu'au fond d'elle, elle est prête à accepter cette idée-là. Puis bon... Pourtant, on était en période d'élection. C'était le moment ou jamais d'accepter ce genre de loi. C'est quand même difficile de comprendre. C'est encore plus difficile de comprendre quand on voit que des chèques sont faits un peu partout en ce moment, en période préélectorale. Donc c'est clair que moi je pense qu'il y a une histoire de sous peut-être, et puis il y a aussi une histoire de politique. Une histoire de politique. Parce que l'idée n'est pas venue de... C'est dommage. Maintenant, c'est tout. On peut trouver des terrains d'entente. Être constructif, c'est aussi ça, c'est de pouvoir entendre ce que les adversaires politiques ont à proposer. Je voudrais juste rajouter un point sur ça. Peut-être que ça a été évoqué par Xavier Bertrand, mais en tout cas, si je vais insister aussi sur ça, c'est la réversion. Quand les parents décèdent, le dernier parent la réversion doit pouvoir continuer à être versée à l'enfant qui est en situation de handicap, qui est en situation aussi de dépendance. Parce qu'il faut qu'on puisse continuer de maintenir ce lien de solidarité et donner le plus d'autonomie possible à ces publics-là. Oui, effectivement, vous avez bien raison de le souligner, ça avait été vu. Alors, c'est bien parce qu'on est en train de parler de solidarité, et la solidarité, ça passe aussi par les associations. Totalement. Voilà, je vais vous parler du Lions Club Vallée de l'Oise. Oui. Vous avez été justement au Palais de Fervaques pour cette réception où était notre caméraman Martin Gillet. Il était accompagné de Florent. Et donc, le Lions Club
donc de Saint-Quentin a permis à 4 personnes, je crois, en situation donc de handicap visuel, de bénéficier de cannes électriques, ou électroniques plutôt, qui leur permettent de leur faciliter la vie. On en rediscute dans quelques instants, mais je voudrais qu'on regarde en image justement cette réception. Nous sommes réunis aujourd'hui pour offrir et remettre ce soir 3 cannes blanches électroniques. 3 cannes blanches électroniques pour des personnes malvoyantes. Ce dernier modèle de canne blanche, c'est un modèle qui fait en sorte de répondre en tridimension. Le Lyons, depuis sa création en 1917, donc il y a plus de 100 ans maintenant, s'occupe donc des malvoyants, des problèmes de diabète, des problèmes aussi des enfants cancéreux. Donc pour nous ici sur Saint-Quentin, Vallée de l'Oise, on axe plus nos actions sur les malvoyants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de handicap et que les situations sont donc assez différentes. Donc il y a à la fois tous les efforts que nous avons à faire sur l'accessibilité des lieux pour permettre aux personnes de ne pas être empêchées de faire des activités culturelles, sportives ou d'accéder aux services publics. Et puis après, il y a comment on les considère en tant que citoyens et comment on les accueille globalement dans la vie citoyenne pour faire avancer les choses. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous et on espère, avec le Conseil du handicap, avoir une parole encore plus fluide dans l'échange avec les personnes qui auront des idées à nous proposer également. Alors sur le monde associatif, d'abord on a la chance d'avoir beaucoup d'associations à Saint-Quentin et la ville les aide. Alors on les aide de plusieurs façons, souvent en mettant à disposition des locaux. Ça peut être aussi des aides financières et ça peut être aussi des aides indirectes sur de l'organisation de manifestations sportives, culturelles, de solidarité également. Alors je dirais que le lien avec les associations, il est quasiment tous les jours, mais ils nous aident autant qu'on les aide finalement. Je fais partie des gens qui, comme beaucoup, ne connaissaient pas le handicap visuel. Aujourd'hui, j'y suis. Donc, vous voyez, on bascule d'un monde dans l'autre très rapidement et là, on se rend compte des difficultés. Maintenant, je ne peux plus sortir tout seul parce que je ne vois plus rien. Et avec la canne, il faut apprendre et après, ça va tout seul. Non, merci parce que jusqu'à présent, je me déplaçais par mes propres moyens. En plus, je n'avais pas de canne blanche. Grand merci. Hein. C'est un beau cadeau de Noël. C'est le plus beau cadeau. Voilà. Donc c'est important cette solidarité. Vous êtes proche, vous, des associations. D'ailleurs, vous faites partie d'une association dans votre village. Je suis président de l'Espérance Citancourt. C'est une association qui est un peu comme un comité des fêtes, qui travaille notamment sur la question du lien intergénérationnel, puisqu'on a un club des aînés, et cette association-là qui regroupe 150 adhérents, et vieille de 90 ans, et propriétaire de la salle des fêtes, et donc je la préside depuis maintenant 2012. Je suis resté parce que je pense qu'il y a une école, je pense que c'est une des écoles de la vie aussi. Le monde associatif est important parce que c'est du temps qu'on consacre, c'est des valeurs qu'on gagne, c'est du lien qu'on entretient. Et quand on est à des responsabilités comme la mienne, celle de législateur, il faut aussi connaître un peu la vie des collectivités. Ça tombe bien, j'ai été maire, mais il faut aussi connaître la vie des entreprises. J'ai bossé dans l'entreprise, il faut connaître la vie des associations, et je suis un associatif. Et pour moi, ça fait partie de mon ADN, et je veux entretenir ce lien pour pas l'oublier, pour rester un peu ce que j'ai été. Et donc, je salue cette association, le travail qui a été fait par Yannick Collet, notamment en remettant ces cannes connectées, qui sont des cannes un peu nouvelle génération pour les personnes non-voyantes. C'est un vrai beau projet. Et le monde associatif est quelque chose qu'il faut soutenir, en particulier en ces périodes de crise sanitaire, parce qu'on voit qu'ils mènent des œuvres comme celle qu'on vient de voir, avec la remise de cannes. On le voit que parfois, elles pallient aussi des absences de l'État. On parlait des enfants en situation de handicap. Tout à l'heure, on parlait sans les associations, on n'a pas ce message qui remonte du terrain. Les restos du cœur, la solidarité qui se monte. Sans ces actions-là, on n'a pas non plus la solidarité vers les publics les plus fragiles. Et donc, on voit que les associations viennent combler un manque qu'il peut y avoir dans la chaîne de solidarité de l'État. Je ne dis pas que c'est forcément de la faute de l'État, je dis simplement que l'État doit être présent à leur côté. Donc il faut les accompagner, soutenir les bénévoles, particulièrement pendant cette crise sanitaire, parce qu'on l'a constaté en tant que président, en tant que député qui voit beaucoup d'associations, il y a une défection du bénévolat dans notre pays, parce que ce sont souvent des personnes âgées qui
du coup, ont d'autres objectifs après, parce que la crise Covid nous a un peu refermés sur nous-mêmes, on a moins de liens sociaux, et on voit qu'il y a une forme de départ des bénévoles, donc il faut absolument préserver ce lien, parce que le jour où on n'aura plus d'association, ça risque d'être très compliqué. Les associations ont toujours existé, quel que soit le nombre des années. Je pense que ça fait partie d'un schéma. Elles ont leur place dans notre société, dans notre système. Un système sans État n'existe pas. Un système sans association, ça n'existerait pas non plus. Donc je pense que voilà, il faut que chacun puisse trouver sa place. Il faut que chacun puisse être aidé également. Et puis, bon, je pense que là-dessus, vous me rejoindrez, mais je pense qu'il faut arrêter la multiplication des associations. À chaque fois qu'on a une nouvelle idée, on va créer une nouvelle association. Aujourd'hui, il est temps effectivement de se rassembler, mais ça fait partie d'une proposition que j'avais faite il y a maintenant quelques années et que je continue d'entretenir, c'est celle de créer le statut du bénévole associatif. Pourquoi ? Parce que ça permet de sécuriser justement l'engagement du bénévole, ça le permet de le sécuriser dans le risque qu'il prend, parce qu'un président d'association, c'est des risques financiers par rapport au compte de l'association, des risques quand on est propriétaire d'une structure, il faut l'entretenir, donc il y a des risques, il faut sécuriser les bénévoles associatifs. C'est aussi reconnaître quelque part. Encore une fois, on n'est pas dans une démarche mercantile, donc il faut quand même reconnaître d'une manière ou d'une autre le bénévolat, pas simplement en remettant une décoration, c'est essentiel les décorations, mais pas uniquement. Ce serait quoi alors, des points retraite ? Moi, c'était mon idée, c'était de valider des trimestres de retraite pour celles et ceux qui s'engagent dans le monde associatif. Alors vous allez me dire, oui, mais celui qui est déjà en retraite et bénévole, il ne peut pas en bénéficier. Je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que j'ai lancé dernièrement auprès de l'association des retraités dynamiques de Saint-Quentin, je leur ai proposé de me faire des suggestions justement pour combler cette proposition de loi que je porte, que je continue de porter. Et puis, c'est aussi, du coup, d'avoir des obligations de déclaration, ce qui évitera justement cette succession d'associations parfois un peu opaques, comme vous disiez fort justement, qui, dès qu'on a une idée, on en crée une. C'est bien d'avoir des associations, mais il faut les faire vivre, il faut qu'elles aient un sens. Voilà, donc il vaut mieux aujourd'hui se rassembler plutôt que de se diviser. Eh bien, Julien, merci d'être venu nous rendre visite. Avant de se quitter, j'aimerais que l'on continue dans la prise en charge des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes vieillissantes. C'est une société qui s'appelle Assist Dom Service. Alors, elle n'est pas la seule, hein. Il y en a bien entendu d'autres sur tout l'ensemble des territoires, que ce soit les Vitaliances, que ce soit les Adapt Services, peu importe. Mais voilà, ça vous montre que justement, quand vous avez une personne en situation de handicap ou une personne vieillissante qui a des besoins, il existe ce type de service qui va pouvoir les prendre en charge et surtout soutenir physiquement les familles. Voilà, on se retrouve nous à midi. Voilà, dans quelques instants, donc avec Michel Drucker, et nous continuerons donc cette journée de lancement de notre chaîne Handicap TV avec Dominique Rizet. Il est journaliste sur BFM, et puis d'autres invités, bien entendu, se succéderont tout cet après-midi. Je vous laisse avec Assist Dom Service. Merci encore, Julien. Merci Ludovic. Nathalie Ten, je suis gérante de l'entreprise Assist Dom Service à Saint-Quentin, au 140 rue Camille Desmoulins. Alors Assist Dom Service, nous sommes une structure d'aide à domicile présente sur Saint-Quentin et ses arrondissements depuis 11 ans maintenant. Nos principales activités sont l'aide auprès des personnes âgées ou handicapées, avec un pôle dédié handicap, l'aide auprès des personnes dans leur entretien intérieur, pour l'entretien le ménage repassage à domicile, et également la garde d'enfants, que ce soit auprès des plus jeunes ou des moins jeunes en périscolaire. Je suis Anne Caron, je suis infirmière cadre coordinatrice donc chez Assist Dom Service et donc je gère le pôle handicap. Je travaille en binôme avec Céline Carpentier qui est donc ma collègue qui est coordinatrice au sein de l'entreprise. Donc l'objectif de pôle handicap, c'est d'accueillir et d'accompagner toutes les personnes en situation de handicap
quel que soit leur type de handicap, quel que soit leur âge. Nous avons aussi certains outils comme le dossier de liaison qui est chez chaque client. Ce dossier de liaison donc regroupe les informations nécessaires pour pouvoir prendre en charge les personnes, et il y a également un dossier qui a été créé par tous les partenaires locaux. Alors quand je parle de partenaires locaux, je parle aussi bien des organismes de services à domicile, mais également des EHPAD, la Maya, les infirmiers libéraux, voilà, qui ont créé un dossier commun qui est utile quand il y a plusieurs intervenants qui interviennent au domicile de la personne. Ce dossier est donc utilisable par tous.